Vous avez sûrement entendu parler de la série 151, sortie au Japon le 16 juin et sortant en France aux alentours de fin septembre, début octobre. Cette série est une extension .5, c'est-à-dire que c'est une série qui ne mettra pas en valeur les Pokémon de la 10e génération, mais bien ceux de la première génération. Et on le sait bien, dès qu'il y a de la nostalgie, on s'emballe tous. Et je suis le premier à m'être emballé dès la sortie des premiers leaks courant mai. Mais est-ce que cette hype généralisée est justifiée? Est-ce qu'on n'est pas tous en train d'être aveuglés par la nostalgie? Je vous propose de plonger avec moi dans l'analyse de cette extension, maintenant. J'ai fait une vidéo récemment où j'évaluais le bloc X et pour ce faire, j'avais pris en considération non seulement la beauté des différents types de cartes, mais aussi leur variété. Et je vous propose de commencer par ce point pour la série 151. Comme dans le reste du bloc écarlate et violet jusqu'à présent, les illustrations sont très variées. Il semblerait que Pokémon Company ait fait le choix de créer des cartes au style très différent pour essayer de plaire à tout le monde. On dit souvent que plaire à tout le monde, c'est plaire à personne, car c'est lisser qui on est ou ce qu'on crée. Mais là, je trouve que c'est le contraire. Cette variété de styles permet à tout le monde de s'y retrouver, et en plus de ça, donne du caractère à l'extension par des illustrations très originales. Et notamment la triplette évolutive de Fantominus, dessinée par Tomokazu Komiya. Vous me direz peut-être que ce n'est pas nouveau qu'il apporte cette originalité aux cartes Pokémon, et c'est bien vrai puisqu'il dessine des cartes depuis Wizard. Il a toujours eu ce style crayonné, déformé, parfois même un peu brouillon. Pour la petite anecdote, il a été logiquement désigné pour créer des illustrations de cartes Pokémon reprenant le tableau Le Cri de Munch, et elles sont super réussies et super demandées. Parenthèse fermée, il est normal qu'il utilise cette déformation pour les fantômes de la première génération, accentuant leur côté effrayant par des traits vifs, des couleurs psychédéliques et des arrière-plans parfois surchargés. Dans un style assez similaire, on retrouve le Ptera de Shinji Kanda, qui se fait une grosse place dans Pokémon depuis Épée et Bouclier, notamment avec Giratina V alternative, ou encore plus récemment dans Evolution Apaldea avec son sublime Magikarp. En parlant d'artistes qui se font une place en ce moment dans Pokémon, il y a Oswaldo Kato, avec évidemment son Dracofeu V de l'Ultra Premium, mais aussi de nombreuses cartes alternatives depuis le bloc Épée et Bouclier. Il applique son style doux à la branche évolutive de Roucoule, qui est d'ailleurs une carte très marquante pour une rareté commune, car elle saisit un moment où Roucoule s'envole de sa branche dans un style épuré et une lumière naturelle. Ce sont ces illustrations-là que je préfère chez Pokémon, celles qui capturent un moment et l'immortalisent comme une photo. Il y a aussi de nombreux autres artistes qui ont débuté récemment chez Pokémon et qui commencent à prendre leur place avec ce bloc ou cette extension. Il semblerait donc que Pokémon Company mette à l'essai de nouveaux artistes pour sélectionner qui sera la relève des grands artistes comme Sugimori ou Arita. Donc les paris sont ouverts. En parlant d'Arita, il a dessiné une illustration maîtrisant parfaitement la 3D avec cette Abra, et a eu l'honneur de réaliser la première illustration de Kadabra depuis des années, puisque le Pokémon n'est plus banni. On retrouve également plein d'autres styles, de la pâte à modeler au crayon de couleur, en passant par des illustrations pastel, de la ligne claire, des illustrations sombres, colorées, etc. Et vous l'aurez remarqué, je n'ai parlé d'aucune carte ultra rare, puisque je ne veux pas spoiler leurs illustrations pour l'instant. Mais il n'y a même pas besoin d'aller jusque dans les cartes ultra rares pour comprendre que l'extension est dotée d'une multitude de styles, et d'une grande variété d'illustrations. Sur ce point, je mets donc à la série 151 un A+. On va d'ailleurs profiter du fait que je n'ai parlé que de cartes communes, peu communes et rares pour les évaluer elles aussi. Globalement, je trouve que depuis quelques temps, elles sont toujours très réussies et cette extension ne déroge pas à la règle. Je trouve toutes les cartes que je vous ai montrées très réussies et ce ne sont pas les seules. Les starters sont aussi très réussis, Pikachu et Raichu également, ou encore et surtout ce Mewtwo qui lévite au-dessus des immeubles, dans une vague d'énergie immense et emplie de rage destructrice. Globalement, il n'y a aucune carte qui ne me plaît pas dans ses raretés, mais je n'ai eu que peu de coups de cœur. Je trouve que le niveau des illustrations des cartes communes, peu communes et rares est globalement similaire à ce qu'on a l'habitude de voir, qui est déjà très bon, et je mets donc un A. Jusque là, vous l'aurez compris, cette extension est très réussie, mais elle ne mérite pas plus d'attention que les autres selon moi, hormis peut-être par le fait qu'il y ait simplement les Pokémon de la première génération. Mais on n'a pas encore regardé les cartes les plus intéressantes, celles qu'on appelle communément les cartes ultra rares. Pour être plus précis, on va utiliser la séparation de rareté japonaise, et on va commencer par les cartes double rares, c'est-à-dire les cartes X simples. On ne va pas s'attarder sur cette rareté, mais je la trouve globalement très réussie. Toutes les cartes sont jolies, notamment le Dracofeu X, que je trouve vraiment réussi, alors que ce Pokémon est souvent un peu bâclé dans cette rareté. Il y a aussi la Mew X, qui reprend la pose iconique du Pokémon avec des couleurs très vives, ou enfin le Fenard X de Kawayu, un de mes artistes préférés. Donc pour les cartes double rares, je mets un A, puisque pour moi, elles sont au moins aussi réussies que ce qu'on peut attendre des cartes de cette rareté. Passons aux cartes super rares, c'est-à-dire les cartes full art classiques de Pokémon, mais aussi de dresseurs. Et pour le coup, pour moi, c'est la douche froide au niveau des illustrations des Pokémon. Ils ont pour une grande partie le regard vide, aucune expression, des poses ultra droites, des couleurs trop pétantes,
et un arrière-plan souvent moins réussi que ce qu'on peut voir habituellement sur cette rareté. C'est rare hein, que je dise du négatif sur des cartes, mais là je ne trouve vraiment pas de positif. Heureusement, les cartes dresseurs sont réussies, notamment Giovanni et Erika, qui présentent respectivement une ambiance sombre et une ambiance paisible, grâce à l'angle de vue en contre-plongée pour Giovanni et l'angle de vue en plongée pour Erika. Mais surtout grâce aux couleurs des arrière-plans, qui sont d'ailleurs très immersifs. Les dresseurs rattrapent pour moi la rareté SR, mais je ne peux pas mettre plus haut que la note de C, à cause de trop nombreuses illustrations de Pokémon non réussies selon moi. Passons rapidement sur les cartes ultra rares, c'est-à-dire Gold, car il y a seulement une carte énergie, une carte dresseur et une carte de Mew, qui reprend l'illustration de la carte Full Art classique, donc c'est pas très intéressant à évaluer. Il nous reste 2 raretés, et c'est clairement les plus intéressantes. Il y a les cartes qu'on appelle AR au Japon, qu'on appelle aussi illustrations rares en français, ce sont celles qui sont marquées par une petite étoile jaune. Et là, Minimesos... Oh pardon, je me suis pris pour Squeezie. Mais bref, là, je voulais dire qu'on avait vraiment matière à se mettre sous la dent. Il y a très exactement 18 cartes qui répondent à cette rareté, et pour être honnête, je ne sais pas par où commencer. Donc je vous propose un classement arbitraire de la moins belle à la plus belle selon moi, en sachant que je les aime toutes. Pour commencer, la Machoke. J'aime beaucoup cette mise en scène, Pokémon fait le choix en ce moment de créer des scènes du quotidien en représentant des humains, pas forcément dresseurs, auprès de Pokémon. J'aime beaucoup cette idée, mais il faut faire attention selon moi à ce qu'on ne brise pas la représentation magique qu'on a de Pokémon en créant trop de cartes avec ce genre d'illustration. Car bon, on veut pas non plus que les illustrations Pokémon soient trop proches de la réalité. Pour revenir à cette carte, je la trouve vraiment originale dans l'illustration même, avec un style qui me semble tout nouveau chez Pokémon et que je ne saurais même pas décrire. Après, dans les traits, disons qu'on a connu des Machoke plus stylés et un Meowth moins cabossé. Mais ça change beaucoup et j'aime bien. Ensuite, je placerai Nidoking dans ce classement avec un décor somptueux, de belles couleurs, une belle immersion, mais le Pokémon manque de charisme selon moi sur cette image. Sa pose est très statique et je suis pas fan de ça, sinon je l'aurais mise bien plus haut. Passons à Monsieur Mime, qui est une illustration assez fun d'une interaction entre ces 3 Pokémon, avec de belles couleurs crépusculaires, mais je trouve le grain trop présent. Ensuite, Amonita est dans un style 2D très sympa avec seulement 2 couleurs principales, le bleu et le marron. Et pourtant, les variations de couleurs sont justes et ressortent très bien grâce à l'effet arc-en-ciel dû à la diffraction de l'eau. Ronflex est aussi une très belle carte, très bien maîtrisée, avec rien de spécial à signaler dans le style, mais une composition assez fun où Ronflex empêche à tout piqueur d'avancer. J'ai choisi ensuite dans ce top Pikachu, qui est une très belle carte pleine de vie, avec plein de Pokémon dont ce bel ectoplasma planqué au premier plan dans l'ombre. Encore une fois, une composition mettant les Pokémon en scène dans un lieu de vie banal avec des humains, mais les humains en question ont des yeux qui font ultra flipper, et j'ai un peu de mal avec leur design. Ça reste quand même une très belle carte. Ensuite, on retrouve le Carapuce d'Arita qui présente en arrière-plan des couleurs sublimes, mais je trouve que quelque chose ne va pas avec l'expression du Carapuce sans arriver à expliquer quoi. Autrement, je l'aurais mise bien plus haut dans ce classement. Sac de nœuds est aussi une très belle carte d'Oswaldo Cato dont je vous parlais tout à l'heure. Il est très doué pour dessiner des cartes paisibles dans une nature assez simple. Ça correspond bien aux Pokémon représentés, et j'aime beaucoup l'idée d'utiliser une de ces lianes comme balançoire. C'est encore une fois une composition qui représente le Pokémon à un moment où on n'est pas censé le surprendre, et j'adore ces idées-là. J'aime aussi beaucoup la carte de Psycho Quack pour son expression innocente et paniquée en même temps, mais surtout pour son décor qui est simplement sublime. Je l'aurais classé bien plus haut si ce que je ressentais en la voyant n'était pas de l'amusement, mais de l'excitation ou une envie profonde d'avoir cette carte. Ensuite, Chenipan est une carte mêlant des lumières très différentes, avec la partie basse de la carte dans l'obscurité, la partie supérieure gauche est dans une lumière équilibrée, et le coin supérieur droit est surexposé par un rayon de soleil frappant directement le Chenipan. Ce côté granuleux et lisse me fait penser à une photo de Polaroid, avec un monochrome parfaitement maîtrisé. En parlant de monochrome, Arita frappe fort avec ce Carabaf dans un bleu profond qui montre l'évolution du Pokémon, qui n'est plus à la surface de l'eau qui était alors bleu clair dans l'illustration de Carapuce, mais il est quelques mètres sous cette surface dans une eau bien plus sombre qui n'empêche pas le Pokémon de ressortir parfaitement. On continue dans le monochrome avec ce magnifique Bulbizarre profitant de l'ombre d'un arbre pour faire une sieste. Ombre qui, au passage, nous permet de le différencier du reste du décor. J'ai classé juste devant cet Herbizarre qui cette fois-ci n'est pas monochrome, mais plutôt trichrome. Ce mélange de vert et bleu soutenu par un rose ajoutant de la vie à l'image est très réussi. J'aime beaucoup la mise en scène et la tête niaise du Pokémon, comme s'il découvrait son visage au contact de l'eau, créant ainsi des petites vaguelettes apportant beaucoup à l'image. C'est ce genre de petits détails qui font qu'une illustration passe de belle à très réussie selon moi. On entre dans mon top 5 des plus belles cartes AR, avec Tétart et un nouveau trichrome.
le bleu de l'eau, le blanc de la lumière de la ville et le violet de la nuit. La simple présence de ces deux dernières couleurs nous donne une information sur le lieu et sur la temporalité de la carte. C'est donc une vraie preuve de réussite. Au pied du podium, on a Reptincelle dans les hauteurs d'une falaise d'un volcan. Le voir ainsi dans un environnement dangereux, minéral et sombre fait ressortir son caractère téméraire et symbolise son évolution par rapport à quand il était Salamèche. Puisque Salamèche, qui est donc top 3, est au pied de cette même falaise sans lave, un ciel bleu, un sourire innocent entouré d'un halo de lumière, et même de quelques sentiments. Pour ce qui est de la deuxième position, j'ai vraiment eu du mal à me décider entre les deux restantes, mais j'ai finalement décidé de retenir Mewtwo. On le voit léviter au-dessus d'une ville nocturne, il est éclairé légèrement par les lumières des bâtiments avec un regard concentré, et ça me donne l'impression qu'il veille sur la ville ou qu'il se questionne sur l'espèce humaine comme il a tant l'habitude de le faire. Il apporte une sensation de grandeur de par sa position, accentuée par l'effet fisheye, comme sur les GoPro, qui déforme la ville à ses pieds. Et enfin, en première place des cartes AR, Draco qui se balade tranquillement dans des ruines immergées en nous regardant du coin de l'œil. Encore une fois, ce détail nous implique nous spectateurs dans la carte, comme si nous devenions en partie acteurs de cette illustration. C'est ce qui fait que j'aime tant cette carte, en plus des décors qui me rappellent un de mes films Pokémon préférés, Pokémon Ranger et le Temple des Mers. Les cartes AR sont donc pour moi ultra réussies, car même les dernières de mon classement, c'est-à-dire les premières dont je vous ai parlé, comme Macogneur ou Monsieur Mime, sont vraiment très jolies selon moi. À partir du top 10, ce sont chacune des masterclass, et donc je mets un A+ à cette rareté, et j'ai même hésité avec un S. Passons maintenant à la plus grande rareté de toutes, les cartes les plus convoitées de la série, les cartes SAR. En français, on les distingue avec 2 étoiles jaunes. Elles sont au nombre de 8, il y a 6 Pokémon et 2 dresseurs. On retrouve les 3 évolutions finales des starters de la première génération, et chacune de ces cartes est dessinée par les mêmes illustrateurs qui ont dessiné les 2 pré-évolutions. Et les 3 évolutions côte à côte racontent toujours une histoire. Alors que Bulbizarre dormait dans un champ d'herbes et de plantes vertes, Herbizarre découvrait naïvement le monde dans un environnement vert mais aussi garni de quelques fleurs colorées, et Florizarre quant à lui est dressé fièrement face à nous dans un champ de fleurs ultra colorées. Son environnement évolue avec lui, il s'y mêle donc parfaitement. Et selon moi, une illustration où le Pokémon est mêlé à son environnement est nécessairement une illustration réussie. De même pour Tortank, là où Carapuce découvrait le bord de l'eau et Carabaf découvrait le début de ses profondeurs, Tortank lui explore les abysses représentés par un bleu très sombre. L'air qu'il expire et son regard tourné vers le bas nous signifie qu'il compte s'enfoncer encore plus loin dans les profondeurs de l'océan. Enfin, pour Dracofeu, là où Salamèche regardait les cieux depuis le sol, et là où Reptincelle regardait sa préévolution depuis la falaise, Dracofeu, lui, s'envole vers les cieux d'une nuit tombante et dépasse même le sommet du volcan que grimpait Reptincelle. J'aime beaucoup cet aspect fier de Dracofeu qui change de ses représentations très souvent agressives. On retrouve également dans la série 151 une jolie carte alternative d'Alakazam qui semble apprendre et expérimenter ses pouvoirs. L'aspect granuleux associé à une vieille maison rend très bien pour donner une ambiance mystique correspondant au pouvoir d'Alakazam. La carte Mew, elle, entièrement réalisée en 2D, change énormément de ce qu'on peut voir, et la teinte rosée qui emprunte la carte associée au visage enfantin des personnages, ainsi que celui de Mew, crée une ambiance semblable à celle d'un rêve, et je ne me souviens pas avoir déjà vu une carte comme ça chez Pokémon. Enfin, pour terminer avec la dernière carte Pokémon alternative, on a un trio, les 3 oiseaux légendaires. Ils percent les nuages dans une élégance fine, paradant comme des avions du 14 juillet au-dessus de Kanto. On ressent la vitesse, l'élégance, la majestuosité des Pokémon, bref, cette carte donne des frissons. Enfin, les 2 dresseurs alternatifs sont eux aussi sublimes. On commence par Giovanni qui a une classe démentielle avec son Persillon, sa lumière tamisée et sa Pokéball en main. Sa collection de Pokéball en arrière-plan et sa Master Ball à côté de lui sont des détails qui apportent beaucoup à l'illustration et qui démontrent son pouvoir dans l'univers de Pokémon, car peu sont ceux qui ont eu la chance de ne serait-ce que voir une Master Ball. Erika, quant à elle, contraste avec Giovanni par une lumière paisible et un environnement en fleurs dans ce qui semble être une serre. Le grain de l'image associé au kimono d'Erika apporte une touche ancienne vraiment réussie. Bref, pour moi, toutes les cartes SAR sont très réussies, même si j'ai une grande préférence pour Dracofeu, Elector et Giovanni. Au total, je mets également un A+ à cette rareté. Vous l'aurez compris, je suis vraiment séduit par cette nouvelle série, et j'ai vraiment hâte de l'ouvrir, même si je pense qu'il va falloir planter une tente devant les magasins pour pouvoir en avoir. Pour résumer mon avis sur cette série, pour moi c'est quasiment un sans faute. Avec des cartes très réussies, très peu de déceptions, même si les cartes full art classiques de Pokémon sont pour moi vraiment peu réussies. Les cartes AR et SAR font partie des plus belles jamais faites dans une même série, qui en plus est très fournie en ses raretés. Ceci dit, je ne trouve pas que la série soit transcendante. On a connu des séries
série au moins aussi bonne et on en connaîtra d'autres. Par exemple, ne serait-ce que très récemment, en termes d'illustration pure, Evolution Apaldea est pour moi au moins aussi réussie que la série 151. Mais grâce aux Pokémon représentés, on est probablement sur la meilleure série du bloc Écarlate et Violet jusqu'à ce jour. Mais je suis convaincu que certaines séries du bloc pourront rivaliser avec celle-ci dans l'avenir, vu la qualité de ce que nous crée Pokémon en ce moment. Et vous, dites-moi si vous trouvez la hype justifiée en commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire et vos commentaires m'aident à m'améliorer ou me donnent vraiment beaucoup de force pour continuer dans ce que je fais. Je vous donne rendez-vous sur mon Insta pour suivre l'évolution de la chaîne et du projet dont je vous parle depuis quelques temps. C'était Léo de Mimesis, je vous dis à la prochaine. Ciao.